Bonjour à toutes et à tous, il est 18h30, donc je vous propose de commencer cette première live class dans laquelle je vais vous présenter pendant environ une heure la méthodologie. Il faut commencer par là, hein, c'est un peu les fondements évidemment. Méthodologie de la préparation Sciences Po, de la préparation d'histoire, mais ce que je vais vous dire pour l'histoire peut fonctionner, je crois, hein, pour un certain nombre de matières, bien entendu. Alors, cette live class aujourd'hui va être complétée par une deuxième live class vendredi soir, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est vendredi 18h30 également, mais vous vérifierez si vous ne l'avez pas déjà vu sur le planning, dans laquelle je reviendrai sur les épreuves et sur la méthode, cette fois des exercices, hein, composition et bien entendu étude de documents. Aujourd'hui, bien, on va donc réfléchir d'abord à comment travailler et comment préparer cette épreuve d'histoire. Et d'abord, un petit rappel de calendrier. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. On est en octobre, ça y est, ce qui veut dire que le concours est dans moins de 5 mois. Le but n'est pas ici de vous déprimer et de vous pousser à vous déconnecter, mais de vous faire comprendre, mais vous le savez puisque vous m'écoutez, qu'on rentre dans les choses sérieuses. Alors, un point, hein, j'oubliais de vous le dire, bien entendu, le principe de la live class, c'est que vous pouvez interagir. Vous avez un chat, n'hésitez surtout pas à poser des questions. C'est vrai de manière générale et encore plus peut-être pour la méthodologie. Je reçois les questions avec un petit décalage. Je n'y réponds pas forcément à la seconde pour parfois les regrouper, mais évidemment, n'hésitez surtout pas à utiliser cet outil. Alors, le calendrier, c'est la première chose, je pense, qu'il faut essayer de préciser un petit peu. Le concours aura lieu fin février. On est le 1er octobre. Quelles doivent être maintenant les priorités qui vous guident et comment travailler efficacement? J'ai envie de vous dire que la première chose à faire, c'est de maîtriser le contenu essentiel, le contenu fondamental. Dans le meilleur des mondes, et c'est ce que je souhaite pour vous, dans le cas de l'épreuve d'histoire, vous connaissez déjà le contenu fondamental, puisque cela correspond, à quelques détails près, au programme de première. C'est peut-être un petit peu différent si vous étiez en première S, parce qu'il y a quelques différences, mais globalement, c'est le programme que vous avez suivi en première. Donc c'est le moment, si ce n'est déjà fait, de ressortir le cahier de première, éventuellement le manuel si vous l'avez toujours, et de le garder sous la main parce qu'il va vous servir. Au-delà de cet acquis, il faut aller plus loin, et c'est pour ça que vous avez, vous le savez, sur la plateforme, le manuel de cours. Les cours, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les imprimer, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais moi, mon objectif, c'est bien sûr que vous les lisiez. Alors, pour le moment, le but n'est pas forcément de les connaître par cœur, hein, et ça ne sera jamais tout à fait le cas, mais ce que je vous conseille très fortement en octobre, c'est de lire l'intégralité du manuel. Ça vous rafraîchit la mémoire par rapport à vos cours de première, ça vous permet d'approfondir, ça vous permet d'avoir les grands cadres. Ça peut être l'objectif octobre, début novembre. Ensuite, arrive la phase, cette fois, d'approfondissement qui va passer par les live classes. Les live classes vont commencer pour l'essentiel, hein, début novembre. Le calendrier, bon, il est déjà fixé d'ailleurs, mais en gros, l'essentiel de la préparation d'histoire, on l'a fait novembre, décembre, janvier et peut-être la première semaine de février. Mais on a essayé vraiment de concentrer sur 3 mois, novembre, décembre, janvier. Dans cette séquence-là, le but, c'est que vous puissiez suivre les live classes d'une manière très active. C'est-à-dire que vous ayez déjà le contenu de connaissance par le manuel. Parce que nous, mon collègue Jérémia Herviel et moi-même, on ne va pas reprendre le cours. On sera bien sûr obligé de le réintégrer, hein, dans les sujets. Mais nous, on va fonctionner essentiellement par des sujets, par des points d'approfondissement, des points de débat, des discussions. Et donc, on suppose le cours acquis. Alors l'avantage,
c'est que normalement, si vous avez déjà lu et commencé à apprendre le cours, les live class vont fixer les choses. Ça, l'expérience prouve, c'est le meilleur moyen pour apprendre, c'est d'entendre d'une autre manière, puisque vous connaîtrez déjà, et la live class vous permettra de fixer les choses, de bien comprendre les points importants, éventuellement aussi de discuter avec nous par le chat ou par la messagerie, si vous souhaitez préciser des points, approfondir des points, introduire des éléments de discussion. Ce qu'on dit peut être discuté, bien entendu, et on est tout à fait prêt à entendre éventuellement d'autres propositions pour des plans, pour des sujets, etc. Alors, tout ça vous fera un planning bien chargé. Octobre, novembre, apprentissage. Novembre, décembre, janvier, on fixe les connaissances. Et évidemment, novembre, décembre, janvier, on ajoute les concours blancs. Il ne faut pas se dispenser de le faire. Les concours blancs, c'est pour vous une priorité. Pour chaque matière, je vais vous dire, il faut en faire 2, minimum. Plus, si vous le pouvez, mais 2, ça me paraît pas mal. Alors, il faut vous fixer dès aujourd'hui un calendrier, parce que sinon, vous pourrez toujours remettre au lendemain. Alors, raisonnez un petit peu à l'envers. Moi, je vous déconseille très fortement de faire un concours blanc une semaine avant le vrai concours. Ça va vous perturber l'esprit. Mais en revanche, je vous conseille de faire un concours blanc quand vous serez presque prêt. Quand ça sera presque le concours. Idéalement, dernière semaine de janvier ou première semaine de février. Ça, c'est le bon moment pour caler un concours blanc. Alors, ça dépend peut-être des zones de vacances. J'ai plus le calendrier des vacances en tête. Il y en a peut-être parmi vous qui seront en vacances avant le concours, un peu plus avant. Vous pouvez en profiter. Pour les autres, c'est pas compliqué. Vous partez, vous prenez un samedi, vous prenez un dimanche, vous prenez un mercredi après-midi si vous êtes libre. Pour l'histoire, 4 heures. 4 heures réelles. Un concours blanc, le but n'est pas de faire la plus belle copie du monde en prenant tout votre temps, ça ne sert à rien. Le but, c'est de vous dire, il est 10 heures du matin, on est samedi, jusqu'à 14 heures, je fais les sujets. Si vous finissez pas, vous finissez pas. Ça vous apprendra que pour la prochaine fois, pour le vrai concours, il faudra penser votre temps différemment. Je vous rassure, les notes que nous, on vous mettra sont évidemment pas des notes qui iront dans votre dossier scolaire. Donc, vous avez le droit de prendre des risques, de vous rater. Le but, c'est d'être le plus réaliste possible dans l'exercice. Donc, je vous disais, un dernier concours blanc, le 2e ou le 3e, au plus tard, tout début février. Et un premier concours blanc, écoutez, moi, mon conseil, c'est de le faire tôt. Quand vous serez calé dans vos connaissances, idéalement fin novembre. Vous voyez, ça peut même être plus tôt, bien sûr, en fonction de votre degré de préparation, quand vous le sentez. Mais au plus tard, à mon avis, au plus tard, rendez un premier concours blanc avant le 1er décembre. Ça vous permettra de vous caler avant les vacances de Noël, d'avoir déjà un premier retour, une première réflexion. Voilà, ça c'est, à mon avis, le plus efficace. Donc, vous voyez, le programme commence à se préciser, le calendrier de l'année commence à se remplir, évidemment. À vous, ensuite, d'être en mesure de détailler en fonction de vos contraintes personnelles. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on doit ajouter dans ce calendrier? On doit ajouter, et je vais insister là-dessus, des temps de respiration. Ces temps de respiration, ça dépend de vous. Ça dépend si vous avez des activités associatives, sportives, familiales, autres. Il ne faut absolument pas sacrifier ce qui va vous donner un équilibre de vie. Là, concrètement, dans le planning que vous allez vous constituer, il faut vous dégager au moins 2 vraies semaines de vacances. Et pourquoi pas 3? Une semaine à la Toussaint, une semaine à Noël. Alors, oui, vous avez 2 semaines de vacances officielles à la Toussaint, 2 semaines de vacances à Noël. Dans la logique où vous préparez un concours difficile, moi je vous conseille de vous dire une vraie semaine de vacances et une vraie semaine de travail. Voilà. Et puis
mon conseil, mais il est difficile à suivre, c'est de vous garder une vraie semaine ou au moins un vrai 4-5 jours en février. Parce que c'est le moment où vous serez épuisé, où il faudra retrouver de l'énergie, des forces pour tenir jusqu'au moment du concours. Et là, ça peut être très utile de vous bloquer 4 jours, 5 jours, où vous ne ferez rien. C'est un droit aussi de ne rien faire. Évidemment, pour avoir cette possibilité de vous libérer l'esprit un peu avant le concours, ça suppose d'être prêt. Et ça suppose donc de bien travailler avant. Alors, voilà quelques éléments déjà pour le calendrier. Juliette, peut-être un point de précision sur votre question. Vous me demandez si le programme est amené à changer ou s'il est fixe. Par programme, vous pensez au programme du concours ou au planning? Le programme, il est connu. Le programme du concours, il ne va pas changer. Pour Sciences Po Paris, il est connu, il ne change pas. Et je vais y revenir pour l'histoire. Le planning, ici, de notre préparation, il a été établi, donc je ne sais pas s'il est déjà en ligne, mais vous pouvez déjà normalement y accéder. Le principe, c'est qu'on va faire tous les thèmes ensemble, parce qu'on va les traiter parallèlement, mon collègue et moi-même. Mais ça, je vais y revenir, et donc je pourrais peut-être vous répondre plus précisément maintenant dans un deuxième temps. Ce deuxième temps, une fois qu'on a compris comment organiser, j'allais dire l'année, c'est pas une année, c'est 4 mois, enfin 5 mois. Comment organiser les 5 mois qui viennent? Ça, c'est fait. Maintenant, je reviens plus spécifiquement à l'épreuve d'histoire. Qu'est-ce que vous devez retenir de ce programme? Comment le comprendre? Alors, il y a deux manières de le présenter, ce programme. Il y a une manière simple qui est de le diviser, comme le fait le listing officiel de Sciences Po, comme on l'a fait dans le manuel. Ça se divise sous la forme d'items. Alors, je ne vais pas les reprendre un par un, vous l'avez un peu partout. Ces items, c'est la croissance économique, ce sont les économies mondes, c'est la Première Guerre mondiale, ce sont les régimes totalitaires, etc. Donc là, je ne les reprends pas un par un. De mémoire, il doit y avoir 9 ou 10 items, 10 je crois, peut-être même un peu plus. Mais en tout cas, ce sont des thèmes séparés. C'est sur ces thèmes que vous pourrez être interrogé. Mais moi, ce que je voudrais vraiment vous dire ici, c'est qu'il faut penser ces items dans leur globalité et penser le programme d'histoire de Sciences Po Paris non pas comme une série d'études de cas, mais comme une réflexion globale sur l'histoire du monde, et plus spécialement l'histoire de l'Europe, de 1850 à nos jours. Puisqu'au fond, c'est le point commun de tous ces items. Alors, j'y reviens dans un instant, mais d'abord, je réponds aux questions de Marie et Charlotte, qui sont toutes les deux en première, si je comprends bien. Marie, l'utilité de faire des concours blancs en première, oui, évidemment. Et Charlotte, viser le concours cette année, en fait, votre question, elle est... je vais la reformuler. Le concours, vous ne pouvez le passer qu'en terminale, puisque par définition, on ne peut intégrer Sciences Po qu'en étant déjà en terminale. En revanche, est-ce que vous pouvez préparer le concours dès cette année? Oui, sur différents aspects. Je ne vais pas trop différencier première terminale, mais pour les lycéens qui sont en première, il y a une différence majeure. Vous l'aurez compris par rapport à ce que j'ai déjà évoqué. Cette différence majeure, c'est que vous n'avez pas encore fait le programme de cours. C'est-à-dire que quand je dis au terminal, reprenez vos cahiers de première, vos cahiers de première, normalement, ils en sont encore à leur première page. Donc, la logique est différente. Pour des élèves de terminale, comme je le disais, il faut déjà connaître. Pour des lycéens de première, non. Vous pouvez lire le manuel que j'ai fait parce que ça peut vous aider, mais le but, dans notre perspective, c'est plutôt déjà de vous aider à accompagner ce que vous faites en première. C'est-à-dire que vous apprenez vos cours et vous les suivez en première, et vous allez voir que nous, dans les live classes, dans le manuel,
On fait le même programme, mais d'une manière un peu différente, plus approfondie, plus problématisée. C'est tout à fait complémentaire. Et là, vous verrez hein, que l'avantage, normalement, c'est qu'on va vous aider finalement à améliorer vos notes de première. Normalement, c'est la moindre des choses, hein, si vous faites évidemment un approfondissement ici de cours. Voilà donc pour la question de ceux qui sont en première. Je reviens maintenant donc à la logique de ce programme de première. Ce programme de première, je vous disais, c'est le monde en fait du milieu du 19e siècle à nos jours. Pour en comprendre la logique, en fait, il suffit de penser les grands thèmes que vous devez évoquer. Le thème le plus global, c'est le premier thème, c'est le thème sur la crise économique, la croissance et la crise économique, qui correspond ensuite aussi au sous-thème sur les économies mondes, l'économie monde britannique, l'économie monde américaine et l'économie monde multipolaire. Ça correspond à une vue d'ensemble des grandes avancées et des reculs économiques, sociaux, culturels sur 150 ans. C'est la toile de fond. Ça s'articule évidemment avec tout le reste. Et pour ici être efficace, l'objectif que vous devez avoir, c'est sur ces 150 ans, non pas de connaître bien sûr le détail des taux de croissance, hein, ça c'est hors de portée, il ne faut pas apprendre des choses trop pointues, mais de savoir vous repérer. Ce repérage, il est très simple. Je m'adresse à ceux qui sont en terminale, qui ont déjà suivi les cours de première. L'objectif que vous devez viser, c'est être capable, si je vous donne une date, de me situer cette date par rapport aux grandes données économiques. Est-ce qu'on est en croissance économique? Est-ce qu'on est en crise? Qui domine le monde? Quelles sont les grandes technologies? Quels sont les grands enjeux? Exemple, hein, ici, si je vous dis 1955, imaginons que vous ayez un texte qui se passe en 1955, vous devez être capable de vous dire 1955, ça correspond à ce qu'on appelle les 30 glorieuses, croissance économique. Alors évidemment, pas partout, pas tout le temps, mais globalement, moment de croissance économique. Qui domine le monde? Alors évidemment, ça dépend si on est à l'est ou à l'ouest, mais on est quand même dans l'économie monde états-unienne. C'est l'Amérique qui est le pays moteur de l'économie mondiale. Quel type de technologie? C'est la grande époque du Fordisme, du travail à la chaîne, de l'industrie. Mais ça correspond aussi bien sûr à des modernisations différentes, et là ça dépend pays par pays. Vous voyez, normalement sur n'importe quelle date, de 1850 à nos jours, il faut être capable de penser de cette manière-là et de retrouver les grandes logiques. Ça, c'est pour le premier thème. Donc le thème sur l'économie, on va dire l'histoire économique et sociale. Le deuxième thème, qui correspond à la deuxième partie du programme, ce sont les guerres et les régimes totalitaires du XXe siècle. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre froide, et la question également des régimes totalitaires dans les années 30. Alors, là, c'est, on va dire, l'histoire des relations internationales, l'histoire également des événements les plus marquants, les guerres, les violences. Bon, là-dessus, il faut, de la même manière, être capable de situer très vite les grandes idées, les temps forts, les articulations. Là, normalement, un élève de début de terminale doit être capable, sur n'importe quelle date du XXe siècle, de situer s'il y a des guerres importantes, il y a toujours des guerres, mais des guerres importantes, si on est dans une logique de confrontation entre qui et qui menace tel pays, et puis est-ce qu'il y a des phénomènes politiques qui sont spectaculaires et qui pourraient peser sur l'histoire du monde. Ce deuxième thème, il s'articule beaucoup, bien entendu, avec le premier thème. Parce que, en règle générale, les guerres, la poussée des régimes totalitaires
est lié à des crises économiques, à des difficultés économiques et sociales. Pas toujours, hein, mais le lien est évident, et donc on peut articuler les deux. Vous voyez, ce n'est pas deux thèmes qui n'auraient rien à voir, c'est deux thèmes qui sont connectés. De même qu'est connecté le troisième thème. Alors le troisième thème, c'est en gros la France. Alors le thème s'appelle « La République française face aux enjeux majeurs ». C'est la Troisième République sur un moment donné, la Quatrième République sur un moment donné, ses débuts, et les débuts de la Cinquième République. Sur le plan politique, ça correspond à trois temps forts. Trois temps forts qu'il faudra connaître bien sûr en détail. Ça veut dire que les autres périodes de l'histoire politique de la France, vous ne devez pas les connaître en détail. On n'attend pas de vous que vous soyez en mesure, je ne sais pas moi, de parler de la vie politique des années 1920. Ce n'est pas votre sujet. Mais en revanche, ces trois temps forts, il faut bien les identifier. Et il faut être capable d'avoir une vue d'ensemble sur les grandes mutations économiques et sociales qui sont liées à l'histoire de France. Là, il y a un lien entre le thème 1, l'économie, et le thème 3, la France, et le thème 2, les guerres. Tout est articulé ici autour des questions qui sont posées sur la population active en France, l'immigration en France, la place des femmes en France et la place des ouvriers en France, qui sont les quatre grands thèmes de questions sociales. Et j'en oublie un, bien sûr, la colonisation. Colonisation, décolonisation. Donc vous voyez, tout s'articule ici. Le but, dans un premier temps, à ce stade, 1er octobre, c'est d'essayer de faire des liens. Quand vous lisez, réfléchissez aux liens qu'on peut faire. Un exemple, et après je reviens à votre question l'une. Un exemple très parlant. 1960. 1960 en France. Ça s'intègre dans le thème de cours sur la naissance de la Ve République. Naissance de la Ve République, c'est 58, 4 années de crise, et ça se termine, on va dire, en 62 avec la la réforme constitutionnelle. Donc il faut penser, 1960, c'est dans ce thème-là. Mais il faut penser aussi, 1960, c'est les 30 Glorieuses. C'est l'accélération de la modernisation de la société française. Donc ça, on peut l'articuler avec les cours sur la population active, sur la question des ouvriers, sur la question des femmes. Tout ça, c'est évidemment lié, sur la question de l'immigration, etc. Et on l'articule aussi, bien sûr, avec la guerre d'Algérie, puisque c'est un des thèmes qu'on évoquera aussi. 60, on est au cœur de la guerre d'Algérie. Et on l'articule aussi avec la guerre froide. C'est moins immédiatement important, mais c'est lié aussi. Ce que je veux simplement vous dire ici, c'est qu'il faut surtout éviter d'avoir 11 ou 12 fiches, une par thème, que vous auriez apprises séparément. Dans votre cerveau, à un moment, ça doit se connecter. Pas se mélanger, c'est ça la difficulté, mais se connecter. Alors après, il y a différentes manières de faire. Soit vous apprenez d'abord thème par thème, et ensuite vous cherchez les points de connexion, et les live classes vont vous aider à le faire. Soit tout de suite, vous essayez d'avoir le réflexe des points de connexion. Ça, honnêtement, je ne peux pas vous dire ce qui est le mieux. Ça dépend de votre propre méthode d'apprentissage. C'est peut-être plus rassurant d'apprendre d'abord thème par thème. Mais dites-vous qu'à un moment, et là au plus tard, on va dire en février, il faudra que vous essayiez de réfléchir en articulant, en croisant les différents thèmes. L'une, je vais essayer de répondre à votre question. Pour le second thème, donc les guerres et les régimes totalitaires, un exemple ici, tout simple. Si je prends, donc là aussi pour tester vos souvenirs finalement de première, ou même d'ailleurs pour ceux qui sont en première actuellement, pour tester vos souvenirs de troisième, parce que vous avez fait ça en troisième, si je vous dis 1936, il faut que vous connectiez sur beaucoup de choses.
il faut que vous connectiez sur Allemagne nazie. Alors, plus précisément, Jeux Olympiques de Berlin. Mais ça, à la limite, peu importe. Mais 36, l'Allemagne est nazie. 36, l'Union soviétique de Staline. Confrontation des deux. 36, l'Italie de Mussolini. 36, en France, c'est Léon Blum et le Front populaire. Et puis 36, en Europe, c'est la guerre d'Espagne. La confrontation entre justement le bloc totalitaire, le bloc Allemagne nazie, Italie fasciste, et les démocraties. Donc vous voyez, des tests comme ça, très simples, hein, c'est de vérifier que vous voyez que sur certaines dates données, il y a des événements qui ont lieu en même temps. On peut les apprendre séparément, mais à un moment, il faudra les penser ensemble. Et donc ça, c'est la logique de ce programme d'histoire. Et c'est pour ça que je vous le disais, le but, à mon avis, pour vous, c'est d'être en mesure de lire le manuel, notamment, qu'on a composé comme une sorte de chronique globale de l'histoire du monde depuis 1850. J'ajoute que si vous faites comme ça, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant que si vous faites uniquement des fiches séparées thème par thème. Un dernier élément là-dessus, important tout de même, vous êtes en terminale pour une bonne partie d'entre vous. Je n'ai pas le nombre exact. Pour ceux qui sont en terminale, vous avez des cours d'histoire cette année. Et ces cours d'histoire vont vous amener dans différentes directions. Je ne sais pas, ça dépend de vos profs, parce qu'il y a des choix de thèmes, mais notamment, vous allez étudier, vous avez peut-être déjà étudié la mémoire de Vichy ou la mémoire de la guerre d'Algérie. Vous allez travailler sur les médias en France et aux États-Unis, un certain nombre de choses de ce type-là. Tous ces éléments-là, vous ne serez pas interrogé dessus à Sciences Po. Ils ne sont pas spécifiquement au programme. Mais tous ces éléments-là sont dans la même histoire. Il n'y a qu'une histoire. Et au fond, le programme de terminale, c'est l'histoire du XXe siècle vue différemment. Eh bien, évidemment, tout ce que vous apprenez maintenant en terminale, connectez-le avec le programme de révision de Sciences Po. Et c'est de cette manière-là que vous aurez les idées claires et que vous en profiterez à la fois pour préparer Sciences Po, plus efficacement, mais aussi, bien sûr, pour améliorer vos notes de terminale. Parce que normalement, vous arriverez à faire plus facilement les connexions et vous arriverez de la sorte à valoriser vos connaissances, y compris pour les bacs blancs, y compris pour les exercices plus spécifiquement du lycée. Alors voilà le deuxième point que je voulais évoquer, le calendrier d'abord, le programme ensuite. On est à peu près dans les temps et j'en profite pour vous rappeler, on est à mi-temps là, une demi-heure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien entendu, à les poser. J'en arrive maintenant à la troisième idée que je voulais évoquer en essayant d'être très concret. Comment vous pouvez justement travailler les manuels, les cours, les éléments dont vous disposez. Alors, pour les travailler, il y a des questions qui peuvent être très concrètes, qui dépendent bien sûr de chaque individu. Je m'arrête juste une seconde, je vois la question d'Aurélien. OIB, vous pouvez préciser parce que le OIB m'échappe ici. Donc si vous pouvez juste préciser de quoi il retourne, comme ça je pourrais vous répondre. Je reviens donc sur l'idée que je voulais évoquer. Ces manuels, ces cours, tout ça, comment vous pouvez le travailler. Je vous ai dit de les lire. Alors, il y a le fait de lire, il y a le fait de ficher, il y a le fait d'apprendre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Chacun ici a son type de mémoire. Il y a des mémoires auditives, il y a des mémoires visuelles. Je ne peux pas vous dire ici, c'est à vous de vous connaître en fonction de ce qui vous semblera le plus efficace. À mon avis, le conseil que je peux vous donner, c'est dans un premier temps, pour le manuel qu'on a composé,
de le lire un peu comme vous le liriez en continu. J'ai essayé de l'écrire de telle sorte qu'il soit lisible, si vous voulez. Hein. C'est pas uniquement des fiches ou des thèmes. J'ai essayé d'en faire une sorte de chronique. Lisez-le intégralement, sans forcément pour le moment prendre des notes. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, si vous préférez prendre des notes, évidemment, vous faites à votre manière. Mais mon conseil, c'est plutôt de le lire dans un premier temps. Et ensuite, en même temps que vous suivrez les live classes, là, vous faites un travail de relecture, de fichage, qui peut passer par du surlignage, du copier-coller si vous voulez, ou qui peut passer par la constitution de fiches personnelles, comme vous voulez. Mais donc, je vous conseille ici d'avoir un double usage. Premier temps, pour essayer de vous familiariser. Deuxième temps, pour essayer d'assimiler. C'est souvent le moyen le plus efficace d'apprendre. Ça vous donnera en fait au moins 3 moments de connaissance du thème de cours. Le moment où vous lisez le manuel, le moment où vous suivez la live class et le moment où vous relisez crayon en main en vérifiant s'il y a des points qui vous paraissent obscurs, incohérents, etc. Donc ça, c'est un moyen finalement plus efficace que de se forcer à apprendre par cœur. Moi, je conseille en général la relecture. C'est le meilleur moyen de retenir. Ça ne marche pas pour tout le monde, hein, ça dépend vraiment des mémoires, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous conseille de fonctionner de cette manière-là. Ensuite, une fois que vous avez ce travail-là d'assimilation, ce que je peux vous conseiller, c'est de réfléchir par rapport à des sujets. Les sujets, vous en avez via les concours blancs, mais vous en aurez d'autres via ce que nous, on va vous proposer. Alors, les concours blancs, utilisez-les vraiment comme des concours blancs. C'est-à-dire, faites-les, je vous l'ai dit, en conditions réelles. 4 heures, sans avoir vu le sujet avant, en le découvrant au dernier moment. Ça, c'est vraiment important. En revanche, vous aurez d'autres pistes de sujets qu'on vous a proposées et qu'on vous proposera à différents moments. Cela, ça peut être intéressant, pas d'en faire une rédaction intégrale, sinon vous allez y passer un temps fou, mais de vous poser la question, quelle problématique, quel plan. Vous voyez, c'est des pistes. Dans les live classes, je vais souvent vous proposer des énoncés de sujets pour lesquels je vous donnerai quelques pistes de réflexion, mais je ne vous donnerai pas le corrigé intégral, ou je ne vous le donnerai pas tout de suite. Donc c'est là typiquement que vous pouvez faire un travail qui vous permettra de passer des connaissances assimilées à l'appropriation véritable et à la capacité d'utiliser dans une perspective de réflexion véritablement ce que vous aurez fait. Alors, petit temps d'interruption pour répondre aux questions. Aurélien, donc vous êtes en... Ah oui, option internationale, c'est ça. Oui, alors, dans votre cas, l'essentiel ici, c'est le programme de première. Donc, pas de différence. Pour le programme spécifique de terminale, tout dépend bien entendu du contenu de votre programme, mais j'imagine que votre programme fait la part belle au XXe siècle et à l'époque contemporaine. Donc, la logique est exactement la même. Vous réutilisez, vous faites les liens, vous essayez de garder toujours à l'esprit qu'il y a une seule histoire et que donc tout va s'articuler. Ça, c'est peut-être pour vous répondre. Sur un point plus précis, puisque vous apprenez en anglais, alors c'est une question qui peut concerner d'autres qui vont travailler aussi dans des options internationales en allemand par exemple ou en espagnol. Si vous avez l'habitude de faire l'histoire en langue étrangère, c'est pas du tout un problème, mais il faut bien faire attention à la traduction des concepts. Il y a quelques concepts qui tout simplement existent en version originale et en version traduite. Dans le cas de l'anglais, comme en général les concepts sont connus en anglais à l'origine, vous utilisez la VO que vous mettez entre guillemets. Vous avez tout à fait le droit, pour prendre un exemple, la notion de brutalisation qui est employée pour parler des sociétés après la Première Guerre mondiale, eh bien vous parlez de la brutalisation, ça pose absolument aucun problème, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors pour les autres questions qui sont arrivées, Maram, je vais vous répondre dans un instant.
Sur le Bernstein-Milza, je vais y revenir. Pour mes élèves de première, que je félicite d'être motivés parce que c'est bien, vous avez raison de vous lancer dans la préparation en première. Antoine, le manuel. Je vais vous répondre à deux en même temps, Antoine et Louane. Puisqu'en fait, le manuel a un ordre spécifique. Je l'ai conçu dans l'ordre du programme de Sciences Po, qui n'est pas forcément l'ordre du programme que vous allez suivre au lycée. Il y a quelques différences. D'abord, ça dépend si vous êtes en terminale S ou LES. Différences mineures, mais il y a quelques différences. Et il y a quelques différences aussi sur des thèmes qui ne sont pas accrochés au même endroit. Alors vous verrez, hein, on s'y retrouve, mais ça veut dire que vous n'allez pas forcément suivre les cours dans le même ordre. Donc, à vous de voir. Il y a deux possibilités de fonctionner. Soit vous attendez le cours de première et vous allez voir dans le manuel ce qui correspond et vous suivez les live classes en conséquence, c'est possible. Soit vous suivez le manuel, les live classes et vous les utilisez ensuite dans votre cours de première. Honnêtement, il n'y a pas 50 manières de faire de l'histoire hein, ici, donc ça ne changera pas grand-chose. C'est juste que dans les live classes, on va aller beaucoup plus loin en termes d'approfondissement que ce qui est attendu en première. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc à mon avis, si vous êtes capable d'approfondir, bah, ça vous gênera pas, au contraire, pour la classe de première. Alors Maram, je dis, je vais vous répondre sur les manuels et sur les lectures, mais ça sera dans un dernier temps. Avant d'arriver à ce dernier temps, je continue sur comment justement travailler, apprendre, ficher. Je vous ai expliqué comment utiliser les cours et comment avancer, mais je ne vous ai pas dit que l'un des buts, c'est quand même de constituer des fiches. Des fiches qui vont vous servir. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Il y a une manière qui a beaucoup fonctionné à Sciences Po Paris ces dernières années, qui consistait à faire la liste de tous les sujets possibles. Et ayant fait la liste de tous les sujets possibles, eh bien tout simplement de faire une problématique et un plan pour chaque sujet. Ça s'est beaucoup fait. Ça s'est tellement fait que Sciences Po a fini par s'en agacer, que le jury s'en est plaint et que depuis l'année dernière, les énoncés de sujets ont pris une forme plus originale. Pas très différente, hein, j'y reviendrai vendredi soir, pas très différente, mais un peu plus originale. Le but de Sciences Po, c'était d'éviter qu'on ait justement des lycéens qui arrivent en récitant un plan appris par cœur, et ça se voit, hein, parce que tout simplement, c'est pas très personnel, c'est pas très naturel. Donc, on a ici une règle fondamentale qui est que ça ne sert à rien d'essayer de couvrir tout le programme, tous les sujets possibles, vous n'y arriverez pas. En revanche, ce que vous pouvez faire, et ça, c'est plus efficace, c'est faire des fiches qui vont être multi-usages et qui vont vous servir pour différents types de sujets. Avant de venir à ces fiches, un mot pour répondre à Agathe et à Aurélien. Sciences Po Bordeaux ne fait pas partie, sauf erreur de ma part, du concours commun des 7 IEP. Ça veut dire qu'ils ont leur propre concours spécifique. Et je vous avoue tout de suite que je ne sais pas, parce qu'ils ont changé il n'y a pas longtemps. Il faut aller voir sur leur site. Il faut aller voir sur leur site. Il y a deux types principalement de concours pour Sciences Po, pour les Sciences Po. Le modèle Sciences Po Paris et le modèle dit des 7 IEP qui est plutôt calé sur le programme de terminale. Il faut regarder ce que Bordeaux a fait. Je ne peux pas vous répondre, mais vous pouvez vérifier facilement en allant directement sur le site internet de l'IEP de Bordeaux. Alors, je reviens à mes fiches multi-usages. Qu'est-ce que c'est? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vous fabriquer des fiches assez courtes, fiches manuscrites. Moi, à votre place, je prendrais une feuille A4, tout simplement, écrite pas trop gros, sur laquelle je vais mettre une fiche de date, une fiche de chiffres importants, une fiche de citation,
une fiche d'exemple rigolo, une fiche de référence historiographique, je vais vous expliquer, et à chaque fois, je reprends ce qui, dans le cours, dans le manuel, dans les live class, dans vos propres lectures, vous a paru intéressant. Ces fiches sont pas tout à fait prêtes à l'emploi. Ça va être des fiches assez courtes. Hein. Par exemple, pour les dates, vous mettrez, je sais pas, 50 dates. Pour les chiffres, des chiffres, quand je dis des chiffres, ça va être par exemple taux de chômage en Allemagne en 1930. Vous voyez, ce genre de choses, parce que ça a du sens par rapport au programme. Taux de croissance moyen en France dans les 30 Glorieuses. Ce genre de chiffres, vous voyez, des chiffres qui peuvent être importants. Faut pas en mettre trop, hein. 20 ou 30, ça peut suffire. Des citations, pareil. Essayez de repérer pour chaque thème de cours une citation qui va bien. Une citation d'un personnage, une citation de Clémenceau, une citation de Jaurès, une citation de Mitterrand, de qui vous voulez, mais des citations un peu originales si possible et qui vous paraissent utilisables. Même chose pour ce que j'appellerais les exemples rigolos, des exemples qui vont vous être un peu plus personnels, des choses qui vous parlent. Le but, si vous voulez, c'est qu'à l'arrivée, vous ayez 6 ou 7 feuilles, pas plus, hein, 6 ou 7 feuilles qui ne sont qu'à vous, parce que vous serez le seul, la seule à avoir fait cette sélection d'exemples, cette sélection de citations, cette sélection de dates. Et ça, vous essayez de l'apprendre. Là, de faire du par cœur. Vous pouvez le faire réciter. Vous avez des amis, vous avez une famille, vous avez des petits frères ou des petites sœurs. C'est idéal. Vous les ferez travailler aussi d'ailleurs si ça peut leur servir. Et vous vérifiez que vous avez retenu, en gros, que vous avez des éléments. Ces fiches, elles vont vous rassurer. Parce que sur chaque sujet, quel que soit le sujet qui tombe, vous pourrez vous dire « Ouf, j'ai au moins un chiffre, j'ai au moins un exemple précis, j'ai au moins une citation sympa, originale, que je suis peut-être pas le seul à connaître, mais que je serai un des seuls à utiliser. » Vous voyez, ça va vraiment vous rassurer, ça peut vous aider à vous débloquer le jour du concours et ça va être un excellent moyen aussi dans la préparation de faire cette sélection et donc de vous approprier encore plus les cours. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. J'ajouterai que ces fiches, elles vont avoir une utilité la veille du concours et le matin du concours. Ça dépend si vous êtes matinal, mais il est probable que vous serez stressé la veille du concours et le matin du concours. On vous dira certainement, il ne faut jamais réviser avant un concours, on se brouille les idées, on se perd, etc. Ceux qui vous disent ça ont raison. C'est très déconseillé de réviser juste avant un concours. Mais ceux qui vous disent ça, eux-mêmes ne l'ont pas fait et ont révisé. Parce que c'est humain. Le jour J, vous verrez des tas de gens autour de vous qui sont sur leurs fiches, qui sont sur leurs bouquins, et vous vous direz, zut, il faut que j'ai quelque chose. Alors, à ce moment-là, ça serait totalement contre-productif de reprendre l'ensemble de vos fiches, parce que vous allez vous perdre. Mais par contre, c'est très efficace de reprendre la fiche des citations, la fiche des exemples rigolos, la fiche des dates. Et vous les relisez une dernière fois. Là, ça va vous rassurer. Alors, pour être plus précis, Gauthier, 50 dates pour un sujet, ça serait énorme. Et heureusement, les dates finissent par se répéter parce que c'est un peu toujours les mêmes dates qui vont revenir, hein, les dates importantes. Quand je dis 50 dates, à mon avis, c'est 50 dates pour l'ensemble du programme. En réalité, vous en connaîtrez plus. Vous verrez, hein, ça va vite de retenir des dates. On s'en fait une montagne, mais en réalité, on finit par retenir assez facilement. Mais 50 dates, c'est les 50 dates les plus importantes. Pouvez-vous faire, hein, peut-être un exercice amusant, sélectionner les 50 dates les plus importantes. Ça ne va pas être si compliqué que ça. Hein. 1914, 1917, 1918, je ne sais pas, 1919 pour les traités de paix, 1933 pour l'Allemagne nazie, j'oubliais 1929 pour la crise économique, et ainsi de suite. Vous arriverez à 50 dates sans trop de problèmes. Donc, 50 dates, c'est pour l'ensemble. Et de la même manière, quand je vous dis
je sais pas, 30 citations, ou même pas 25 citations, 25 exemples, en fait, ça correspond à 2 par thème, à peu près, hein, puisqu'il y a une dizaine de thèmes. Alors, ce que j'appelle des exemples rigolos, Naïl, je vais essayer d'être plus concret. Il y a des exemples qu'on retient facilement et qui peuvent être un peu décalés, mais qui peuvent être efficaces. Je vais vous donner un exemple. Sur la place des femmes dans la société française au XXe siècle, c'est un thème de cours. Vous pourrez produire des chiffres. Ça sera important. Sur la place des femmes, on peut par exemple noter et retenir la proportion des femmes à l'Assemblée nationale à la fin du XXe siècle. Ça peut être un bon chiffre à retenir. Sur ce thème, on peut aussi noter comme date importante 1999, loi sur la parité. Ça marche, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi retenir, et c'est ça que j'appelle un exemple rigolo, retenir par exemple la sortie au début des années 80, j'ai perdu la date mais peu importe, de la chanson de Jean-Jacques Goldman, Femme libérée. Non, c'est pas... Elle a fait un bébé tout seul, pardon, je confonds. Chanson de Goldman, c'est plutôt rigolo, c'est populaire, mais ça a eu beaucoup d'importance. Cette chanson de Goldman, Elle a fait un bébé tout seul, décrit en réalité la condition féminine des années 80 et l'idée que les femmes s'émancipent et que justement on a des femmes seules qui exercent des fonctions traditionnellement masculines. Alors ça, dans une copie, ça c'est pas risqué, c'est efficace. Ça va faire sourire le correcteur, mais si vous l'expliquez bien, si vous montrez que votre but n'est pas de rendre hommage uniquement à Jean-Jacques Goldman, mais de montrer qu'à travers la chanson populaire, on peut faire de la grande histoire, ben là, vous aurez marqué un sacré bonus. Vous voyez, c'est ça que j'appelle des exemples rigolos. On n'en trouve pas toujours sur tous les sujets, mais on trouve des exemples originaux, si vous préférez, assez facilement. Alors vous verrez, hein, dans les live class, on va passer beaucoup de temps sur ce type d'exemple, parce que moi, mon mode d'exposition, j'aime bien fonctionner par l'anecdote, par ce type d'exemple, donc je vous en donnerai une certaine quantité. Charlotte Anguet, je vais vous répondre dans un instant. Et Charlotte, les fiches, faut-il les faire par thème, par chapitre? Moi, je vous disais, on peut faire des fiches par chapitre, bien sûr. Mais le but, c'est à la fin d'avoir ces quelques fiches synthétiques où vous avez rassemblé toutes les dates, toutes les citations, et là, bah, elles correspondent à l'ensemble des chapitres. Là, c'est vraiment la fiche, j'allais dire, ultime, celle qui va vous servir au dernier moment pour vous remémorer. Et c'est la fiche la plus personnelle que vous aurez faite finalement. Celle qui va vous aider justement à vous sentir en confiance dans votre préparation. Alors j'en arrive au dernier point. Et c'est là que je vais vous répondre sur la question de la référence historiographique. On parle d'un concours. On parle de la nécessité d'approfondir. Alors tout ça, c'est un peu des mots creux pour le moment. Vous l'avez compris, et Antoine, je le redis, les 7 IEP, ce n'est pas le même programme. On y reviendra plus tard, puisque la préparation des 7 IEP commencera plus tard. Il y a quelques points communs, mais c'est un programme différent, qui est spécifique. Pour le programme d'histoire de Sciences Po Paris, mais de même d'ailleurs que pour le programme des 7 IEP, un des enjeux, c'est de ne pas être seulement un très bon lycéen. Il faut être un bon ou un très bon lycéen, c'est-à-dire bien connaître votre cours, bien connaître les éléments essentiels, etc. Mais ce qu'on attend aussi de vous, c'est que vous soyez déjà dans la démarche d'un futur étudiant. Et un étudiant, à Sciences Po ou ailleurs d'ailleurs, on va lui demander d'aller un peu plus loin et notamment de comprendre que l'histoire, elle n'est pas écrite une fois pour toutes, mais qu'elle est régulièrement réécrite, repensée, rediscutée par les historiens. C'est ça qu'on appelle l'historiographie. L'historiographie, c'est l'écriture de l'histoire. Ça vient du grec historios, graphos. Donc l'écriture de l'histoire, ce sont les travaux des historiens qui ont permis d'établir justement un certain nombre de faits, de notions,
de théorie. Et ces travaux, ils évoluent. On n'écrit pas aujourd'hui l'histoire du nazisme comme on l'écrivait il y a 20 ans. Ça ne veut pas dire que les faits ont changé, hein, les faits sont les mêmes, mais ça veut dire qu'on va les regarder peut-être différemment, on va poser des questions un peu différentes, on va avoir des approches un peu renouvelées. Par exemple, sur le rôle d'Hitler dans le système nazi. Il y a 20-30 ans, on avait tendance à dire que le nazisme, c'était Hitler. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que Hitler est important, bien sûr, mais que le plus important, c'est le système qui est autour de lui. Et donc, le nazisme ne se réduit pas à Hitler. Ça, vous voyez, c'est des évolutions. Ces évolutions, moi, dans les live classes, je vais essayer de vous les expliquer. Et je reviendrai là-dessus souvent, pour vous expliquer comment les historiens ont pu changer, parfois, un certain nombre d'analyses, ont pu faire réfléchir différemment. Alors, dans un certain nombre de cas, pour les cas les plus importants, je vous donnerai le nom de l'historien ou de l'historienne, et je vous dirai que vous pouvez l'utiliser, le citer. Pourquoi? Parce que c'est une vraie valeur ajoutée. Parce que pour le correcteur, ce sera comme une sorte de clin d'œil que vous lui adressez en lui disant que vous avez envie d'aller plus loin, que vous savez qu'il y a des historiens qui travaillent, que vous ne les avez pas forcément encore lus, mais que vous vous y êtes intéressé. Alors c'est ça, des références historiographiques. On essaiera d'en produire un certain nombre. Je pense que vous en aurez au moins une dizaine qui seront utilisables. Ces références historiographiques, on vous guidera dessus. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, approfondir par vous-même. Alors je vais terminer là-dessus. Et ça me permettra de répondre à une question qui était posée un peu plus tôt, sur l'utilisation du Bernstein-Milza, par exemple. Alors, le Bernstein-Milza, Histoire du XXe siècle, c'est un ouvrage classique, très bien, qui a été la Bible de tous ceux qui ont préparé Sciences Po pendant 30 ans. Honnêtement, ce n'est pas un bouquin indispensable aujourd'hui, parce qu'il correspond à une manière un peu plus ancienne de préparer le concours. Donc, ce n'est pas un bouquin que je vous recommanderais en première intention. Maintenant, si vous avez envie de le lire et si ça vous plaît, allez-y. C'est très bien, c'est très bien ce bouquin. Ça va être une autre manière encore de fixer vos connaissances. Parce qu'au fond, Bernstein-Milza, il écrira la même chose que ce que j'ai mis dans le manuel et que ce qu'on verra dans les live classes, d'une manière un peu différente. Donc pourquoi pas? Mais ce n'est pas forcément le but. À mon avis, ça ne sert à rien pour vous de lire d'autres manuels généraux. Il y a des tas de manuels. Les librairies regorgent de manuels préparer les concours, préparer Sciences Po Paris, etc. Honnêtement, ça ne sert à rien de les accumuler. Parce qu'on fait tous, d'une manière ou d'une autre, le même type de préparation, avec des exemples et des démarches différentes. Mais donc, ça ne sert à rien d'accumuler les manuels. En revanche, ce qui est utile pour aller un peu plus loin, c'est d'approfondir en forgeant votre culture générale. Alors, votre culture générale, ici, ça va être notamment de suivre l'actualité et de faire des liens entre l'actualité et les sujets que vous aurez à traiter. Je vous donne un exemple. L'an dernier, le sujet qui est tombé en commentaire de documents, c'était le texte de Simone Veil sur la place des femmes dans la vie politique. Ce sujet, on le traite en soi, mais je pense qu'en conclusion, il était logique et pertinent d'ouvrir sur les transformations récentes de la place des femmes dans la vie politique à l'heure de l'affaire Weinstein et de MeToo. Vous voyez, connexion importante. Quand je parle également de suivre l'actualité, ça veut dire suivre le débat d'idées, les idées qui vont s'affronter. Et dans le débat d'idées, vous trouverez des éléments de réflexion sur l'histoire. Un exemple, la guerre d'Algérie, la Seconde Guerre mondiale, je pense que vous voyez ça ou vous allez voir ça en terminale, continuent à être des sujets qui font débat. Très récemment, il y a 2 semaines, Emmanuel Macron
a reconnu la responsabilité de la France dans la disparition de Maurice Audin. C'est un épisode de la guerre d'Algérie. Je n'ai pas le temps maintenant de revenir là-dessus et on aura l'occasion d'en reparler. Mais ça, c'est un très bon test de préparation. Vous tous et vous toutes qui m'écoutez, réfléchissez. Est-ce que vous en avez entendu parler? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que vous ne suivez pas assez l'actualité. Si c'est le cas, est-ce que vous avez connecté avec ce que vous savez ou ce que vous voulez savoir de la guerre d'Algérie? Et si vous arrivez à faire cette connexion, dites-vous que Maurice Audin, sa disparition, etc., ça serait extrêmement utile de l'évoquer dans un sujet sur la guerre d'Algérie. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les points bonus. Dans un sujet sur la guerre d'Algérie, celui qui saura dire Maurice Audin, dont Emmanuel Macron a récemment reconnu qu'il avait été tué sur ordre de la France, eh bien ça, c'est du bonus évident. Alors, ça m'amène à répondre aux dernières questions qui me sont arrivées et qui vont me permettre de préciser ce point. D'abord, juste un point pratique, Juliette, le planning des live class. Il est fixé, il va changer à la marge. Je ne vous cache pas qu'on a tous des impératifs qu'on ne connaît pas forcément encore aujourd'hui. Donc là, moi, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas des changements. Il y en aura. Mais normalement, on essaye de les limiter au strict minimum et de respecter le planning global. Donc, a priori, peu de changements à prévoir. Elisa, comme je vous le disais, je ne vous conseillerais pas de manuel. Je ne vous en déconseille pas, c'est pas du tout. Vous faites ce que vous voulez, mais je pense que ça ne sert à rien de lire des manuels en plus finalement de celui que vous avez déjà dans la préparation. Des livres en revanche, oui, pourquoi pas. Mais ça, je vous en donnerai au fur et à mesure, en fonction des sujets. Alors je suis réaliste aussi, vous n'aurez pas le temps de lire des livres d'historiens, c'est normal. Mais en revanche, sur un certain nombre de points, je pourrais vous donner des conseils de lecture ou de feuilletage, on va dire. En bibliothèque, on peut très facilement feuilleter des livres d'histoire. Même remarque pour Agathe, pour suivre l'actualité et développer la culture G. Je vais terminer là-dessus. La meilleure chose à faire, à mon avis, c'est d'essayer de lire des quotidiens. Ça prend du temps. Évidemment, c'est plus ou moins accessible, mais essayez de lire des journaux le plus quotidiennement possible. Si vous n'avez pas le temps, si c'est trop compliqué, forcez-vous à feuilleter un hebdomadaire. C'est facile, ça se fait au CDI, ça se fait en bibliothèque, ça se fait chez vous si vos parents sont abonnés. Vous prenez le Nouvel Obs par exemple, ça s'appelle l'Obs maintenant, ou l'Express si vous préférez, ou Le Point si vous préférez. Ça va vous développer votre culture de l'actualité et votre culture générale, parce que dans les journaux, il y a toujours des éléments de débat d'actualité. On peut le faire aussi bien sûr par Internet, où on peut enrichir sa connaissance, mais je vous conseille plutôt de partir des hebdos format papier, parce que vous êtes sûr comme ça de ne pas passer à côté de choses qui seraient intéressantes. Autre remarque également qui peut vous être très utile, je pense que vos profs vous l'ont déjà dit, il y a des mensuels qui sont très commodes. Je pense à la revue L'Histoire, qui est très utile. Je pense aussi à la revue Alternative économique. Alors, pour des publications mensuelles qui résument l'actualité, je crois, si je ne me trompe pas, que Le Monde a une publication mensuelle qui résume l'actualité. Il faudrait vérifier, je ne sais plus quel est son nom, mais il y a quelque chose qui est au niveau mensuel pour Le Monde, qui est le journal un peu de référence. Ça peut être utile. Vous avez intérêt à lire la presse étrangère, Daily Telegraph, The Economist, très bien. Les journaux français, ça peut être utile pour une raison, qui est justement que le débat d'idées reste quand même très national. Donc là, pour le coup, ça peut être intéressant. Dans votre cas, Aurélien, pas forcément de lire systématiquement la presse française, mais de temps en temps, allez jeter un œil aux hebdos français ou aux quotidiens français et vous verrez, voilà. Je ne veux pas ici vous
vous orienter vers quelque chose qui serait insurmontable, hein, et ça peut peut-être vous donner un élément de réponse, Antoine. Je vais être honnête, je ne peux pas vous donner une organisation de travail hebdomadaire. Je ne peux pas parce que moi, j'ai des filles, mais qui sont au collège, donc ce n'est pas le même point de repère. Et je ne sais pas quel peut être votre rythme de travail. Je ne suis pas prof au lycée, je ne le suis plus depuis plus de 10 ans, donc je vais être honnête, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de profiter des temps morts, des temps creux. Et dites-vous une chose, tout ce qui relève de l'actualité, tout ce qui relève voilà, de la curiosité, fait partie de la culture générale et aussi de la culture historique. Si vous allez voir, si vous allez au cinéma, si vous regardez des films, si vous regardez des séries, il y a très souvent une dimension historique dedans. Et il ne faut pas la perdre de vue. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que vous pourrez l'utiliser, ça ne marchera pas toujours, ce sera parfois pas très pertinent, mais c'est des éléments qui vont à chaque fois s'accumuler dans votre culture. Donc, dites-vous une chose, tout peut être culture générale. Et dites-vous une deuxième chose pour ce qui est de l'actualité, le but, c'est pas de tout savoir. On n'attend pas de vous que vous soyez au courant de tous les débats d'actualité. C'est irréaliste en terminale et pour préparer Sciences Po. Mais en revanche, on attend de vous que vous soyez curieux de tout. Et cette curiosité, elle passe par le fait, voilà, si vous tombez, si vous avez l'occasion, vous avez une demi-heure devant vous, vous avez Le Monde sous les yeux, eh bien vous le feuilletez et vous lisez quelques articles dedans. Si vous faites ça une fois par semaine, vous avez, à mon avis, ce qu'on attend de vous en termes de culture générale. Le but n'est pas, encore une fois, de suivre le moindre rebondissement de l'actualité, mais de faire en sorte, finalement, de montrer votre curiosité et de l'approfondir. Parce que plus vous lirez d'actualité, plus vous vous intéresserez à l'actualité, plus ça deviendra naturel et facile. Ça, je termine là-dessus, parce que là, il va falloir qu'on clôture. Je termine là-dessus. Dites-vous une chose, quand vous vous mettez à vous intéresser à l'actualité, ben vous n'allez pas décrocher. Vous n'allez plus jamais décrocher. Quand on commence à lire la presse de manière suivie, si on est curieux, et c'est votre cas puisque vous voulez passer Sciences Po, ben, ça sera toute votre vie que vous vous intéresserez à l'actualité, au débat d'idées, au débat politique. Et c'est tant mieux, hein, parce que c'est une manière plutôt agréable de passer son temps. Je vous retrouve vendredi soir pour vous parler, cette fois plus spécifiquement de l'épreuve d'histoire. J'essaierai de vous donner quelques éléments pratiques là-dessus. D'ici là, eh bien, bonne semaine. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser à nouveau vendredi. On aura l'occasion d'y revenir. Ou vous pouvez utiliser la messagerie. Bonne semaine à toutes et à tous.